président de la commission gestion des compétitions. Donc on a décidé de vous inviter ce soir parce que certainement vous êtes en attente de beaucoup de réponses à vos questions pour l'organisation, les engagements, les calendriers en lien avec les compétitions jeunes l'année prochaine. Donc c'est tout à fait normal. On n'a pas pu vous transmettre des documents et on n'a pas voulu vous transmettre des documents uniquement à l'écrit ou par mail, etc. On a voulu cette réunion où vous aurez la possibilité de poser des questions, sachant que les réponses, plutôt que de vous donner des réponses bancales, on fera en sorte de, au pire, si aujourd'hui on n'est pas capable de fournir certaines réponses, on notera tout. Et on s'engage dans la semaine à pouvoir vous fournir des éclaircissements par rapport à vos questions. Donc pour vous expliquer une des parties importantes, donc voilà, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail officielle. Pourquoi c'est moi qui interviens? Parce que nous avons décidé pour l'année prochaine procéder à une réorganisation de la façon de gérer les compétitions au sein du Donc aujourd'hui, on va créer un pôle, à partir de la prochaine saison, un pôle compétition. Donc le pôle compétition, comme vous pouvez le voir ici, aura sous sa responsabilité toutes les compétitions, c'est-à-dire un sous-pôle va être créé compétition jeune et un pôle autre compétition qui comprendra les coupes, les féminines, évidemment les disciplines seniors, ensuite on a le football diversifié, etc., y la strinte, qui est placé sous la tutelle de ce pôle compétition. Donc je vais être le président normalement pour la saison prochaine, avec comme vice-président Stéphane, vous connaissez Stéphane, voilà, ici, Stéphane Mine, il ne présente plus. Et néanmoins, toutes les compétitions jeunes, que ce soit du football à effectif réduit ou des compétitions jeunes à 11, vont avoir leur autonomie en termes de sous-pôle. Donc il y a une totale modification du contenu des commissions jusqu'à maintenant. Donc j'en profite pour remercier le travail qui a été accompli pendant de nombreuses années par les membres de cette ancienne commission qu'on appelait la commission jeune, parce qu'ils ont accompli un grand travail fidèle et appliqué, qui demande de nombreuses heures. Voilà, pour aujourd'hui m'en mêler davantage, je sais la masse de travail qui a été effectuée. Donc il n'est pas parmi nous, mais je souhaitais rendre honneur au travail accompli notamment par Claude Fournier pendant de nombreuses années, et Claude, pour différentes raisons, a décidé d'arrêter pour la prochaine saison cette gestion des compétitions jeunes. Donc voilà, il a fallu se réorganiser, et donc on a remis tout à plat pour essayer de trouver une autre organisation. Donc en sous-pôle compétition jeune, ce qui nous intéresse ce soir, c'est bien tout ce qui est football à effectif réduit. Désormais, vous aurez un interlocuteur privilégié qui sera en charge de toutes les décisions qui seront en lien avec ça, y compris vous fournir les informations nécessaires. Cette personne, c'est Lionel Carpentier. Lionel, voilà, très bien. Il y aura donc un adjoint dans cette fonction, en la personne de David, voilà, qui est ici. Okay, ça vous permet d'identifier les personnes. Et dans le pôle foot jeune à 11, donc votre référent, votre responsable, ce sera Maxime de Sombre, ici, et comme adjointe, Séverine Pied. Donc je vais vous demander d'être magnanime, y compris avec eux, parce que c'est un travail immense où on essaye de rebâtir sur toutes les annexes, etc., qui sont censées s'appliquer dans le football en jeune. Donc c'est un travail immense. De lacunes dans les textes ou des choses qui n'étaient pas forcément très claires dans l'esprit de tout le monde. Donc je les ai déjà fortement mises à l'épreuve pour remettre à plat ces choses-là, y compris avec la collaboration et l'aide de Benjamin Auchard, ici présent également. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer pourquoi on est obligé aussi de réorganiser le district par rapport à la gestion des compétitions à jouer. Donc ce qui va nous animer, c'est clair, dans les propositions, si je reviens...
qui a été mis en évidence, donc vous avez dû vous positionner en tant que club l'année dernière à l'Assemblée générale sur une proposition de réforme des championnats jeunes à 11. Cette réforme vous a été présentée par secteur, elle vous a été présentée comme un vœu à l'Assemblée générale et elle a été adoptée. Et charge à nous, ce qui va vous être présenté dans la partie jeunes à 11, tout simplement de vous réexpliquer pourquoi les clubs ont voté et ont décidé de mettre en application dès la prochaine saison. Donc Maxime va vous présenter toutes ces choses-là. Ce qui avait été proposé comme réforme, c'est ça, ce que vous avez ici. Et ce sera la même chose pour le foot à effectif réduit. C'est favoriser la pratique. La pratique de nos jeunes, c'est le foot de demain, j'ai l'habitude de le dire. C'est l'état de notre football dans quelques années. Il faut travailler sur le long terme. Et ce qu'on met en place dans les compétitions jeunes, l'état d'esprit, c'est notre football de demain. C'est notre district de demain, c'est nos compétitions. Donc l'idée centrale, c'est que nos jeunes prennent du plaisir. Vous savez que le grand mot d'ordre de la Fédération française de football, principalement pour toutes les compétitions jeunes, c'est le football plaisir. L'idée, c'est qu'en pratiquant, en ayant le plus en plus de pratiques qui soient proposées par le district, c'est que nos jeunes prennent du plaisir et gagnent en compétences. Donc on a essayé de faire ça. Vous le reverrez tout à l'heure, notamment dans la réforme des jeunes à 11, où il y a eu l'ouverture des possibilités de qualification des joueurs sur différents niveaux de division, qui permet normalement pour vous gérer vos effectifs et vous engager plus de flexibilité. Et ce qu'on essaye de faire, d'où la raison pour laquelle on n'aura pas forcément toutes les réponses ce soir, mais en tous les cas ça nous intéresse d'avoir votre retour d'information, c'est que nous on soit une commission qui soit flexible, adaptée et à l'écoute de vos besoins sur le terrain. Donc il n'est plus question pour nous du tout de prendre des décisions centralisées qui freinent la pratique, qui ne soient pas adaptées à vos besoins sur le terrain. Maintenant, il faut que vous ayez conscience, et ça là-dessus, on s'en rend bien compte, c'est qu'il y a des choses qui nous sont des fois imposées par des directives nationales, par des réalités également administratives pour mener à bien, ce qui veut dire qu'on ne peut pas toujours répondre positivement à vos attentes ou aux besoins particuliers d'un club dans son coin, etc. C'est vraiment un travail collectif qu'on va essayer de faire avec vous. Mais voilà, en tous les cas, on va s'efforcer tout au long de l'année de récupérer les remontées de terrain. C'est pour ça que je veux que vous identifiez bien les interlocuteurs maintenant de ces compétitions jeunes, parce que il faudra les solliciter, ne pas hésiter à leur dire ce qui ne va pas, ne pas exprimer un mécontentement dans son coin, mais nous on a besoin de savoir, d'avoir ces retours et ensuite être capable d'adapter ce qui est mis en place et de pouvoir corriger ce qui aura besoin d'être corrigé. Donc je vais laisser la parole à Maxime. Donc, on va partir dans un premier temps sur les explications par rapport au football jeune à 11. Vous réexpliquerez en grande ligne. Donc vous avez ses coordonnées. Vous avez également les membres de sa commission, voilà, qui donc ont été intégrés également à sa commission jeune à 11 pour mener à bien tout ça. Donc, je te laisse la parole. Donc, première chose, bonjour à tous, donc Maxime Dezon, responsable d'une compétition jeune à 11. Je vais juste intervenir, le numéro de téléphone, c'est celui de l'année dernière, il n'est plus le bon sur le document. Voilà, donc il va vous passer un nouveau numéro de téléphone, mais il sera à la fin de toute mes communications, si vous me l'envoyez par mail. Donc 06 69 49 91 44. Je le remets en... Voilà, donc cette compétition donc, des jeunes à 11, je voulais vous rappeler les différents niveaux qui ont été proposés et votés lors de la dernière AG. Donc on parle des U14 D1, uniquement D1, U15 D1, D2, D3, U16 D1 et D2, et U18, U17 D1, U18 D1, D2 et D3. Toujours la possibilité d'inscrire des U15 à 8. Je vais revenir tout de suite sur les conditions de participation qui sont en bas du document. Enfin, juste, voilà. Alors, j'ai eu pas mal de questions là-dessus, pas mal d'inquiétudes. En fait, on fait sauter beaucoup de barrières. En gros, en U18, tous les joueurs U16, U17 et U18 ont le droit de jouer en U18.
La seule condition pour les U16 et U17, c'est de bénéficier du surclassement simple, c'est-à-dire répondre positivement au questionnaire du médical, ou alors que le médecin autorise le fait de jouer en surclassement simple. Mais tous les U16, U17 et U18 ont le droit de jouer en U18. Tous les U15, U16 et U17 ont le droit de jouer en U17. Tous les U14, U15 et U16 ont le droit de jouer en U16. Il n'y a plus de conditions, ah bah si on a une équipe en dessous, on ne peut plus faire jouer telle équipe. En U15, c'est toujours limité, cette fois-ci c'est fédéral, donc c'est U14, U15 autorisé et 3 U13 maximum. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter à les poser. Je sais que c'était beaucoup de questions qui me sont déjà revenues par mail sur ces différentes catégories d'âge. En gros, voilà, 3 années d'âge autorisées par catégorie en U18, U17 et U16. Donc pour les équipes inscrites en U18, D2, D3, U15, D2, D3, oui. Comment l'année prochaine, si on fait une U16 et U17 mélangées, il n'y a pas d'histoire de il y a que 3 U15 qui ont le droit de monter? Non. C'est-à-dire que s'il y a U17 engagés, et U15, U16, U17 ont le droit de jouer en U17. Et il n'y a pas de 3 U15, voilà, le nombre est illimité. Donc pour les équipes inscrites en U18, D2, D3, U15, D2, D3, il y aura une phase de brassage de 3 ou 4 matchs. Normalement, d'après le calendrier qui vous sera projeté après, un calendrier prévisionnel, on pourrait faire 4 journées de brassage. Donc ça précédera la phase championnat. Donc cette phase est faite pour que les groupes en milieu de saison, les groupes de deuxième partie, soient le plus homogènes possible. On a vu que même c'est encore cette année, il y a beaucoup de clubs qui ont fini par faire forfait de peur de prendre des 10-0, 15-0, 17-0, j'ai vu. Donc il y a eu pas mal de forfaits en fin de saison. Le but, c'est d'éviter au maximum et que les joueurs aient des matchs équilibrés jusqu'en fin de saison le plus possible. Et pour les équipes inscrites au niveau D1 de chaque catégorie, le nombre d'équipes déterminera la présence ou l'absence d'une phase de brassage. En gros, s'il y a entre 8 et 12 équipes inscrites en D1, pas de souci, le championnat démarre, vous faites votre championnat normalement. S'il y a plus de 12 équipes inscrites, on mettra une phase de brassage dans le but de prendre les 8 meilleures équipes pour après refaire un championnat à partir de début novembre. S'il y a moins de 8 équipes inscrites, on fera une phase de brassage dans le but de trouver des équipes supplémentaires qui ont le niveau pour aller jouer en D1 pour pouvoir commencer un championnat D1 au mois de novembre et éviter la situation qu'on a connue cette année en U15 D1 où il n'y avait que 4 équipes inscrites. Donc le but, c'est d'aller chercher les équipes pour pouvoir faire un championnat à 8 équipes et faire un vrai championnat de D1. Alors là, c'est la partie un peu plus complexe. Il a fallu créer un tableau de correspondance des niveaux. En gros, ce tableau, c'est les fameuses équipes inférieures et supérieures. C'est pour éviter qu'un joueur, un U16 qui joue en U18 D1, la semaine d'après, la U18 D1 joue pas, je suis U16, je vais jouer en U16 D2. La manière de lire ce tableau, c'est une ligne équivaut à un niveau. En gros, pour un joueur U17, la régionale U18 correspond à la régionale U17, la U18 D1 correspond à la U17 D1. On considère que la U18 D1 et la U17 D1, c'est le même niveau de jeu. Et en dessous, il y a la U18 D2, puis la U18 D3. Si je prends côté U15, on considère que la régionale U17 et la régionale U16, pour un joueur U15, c'est le même niveau. Puis, la U17 D1 et la régionale U15, c'est un même niveau. C'est-à-dire qu'un joueur qui a joué en U15 R2 la semaine d'avant, pour aller jouer en U17 D1 sans considérer que ce soit un joueur supérieur. Puis après, on a la U16 D1 et la U15 D1. C'est-à-dire qu'un joueur U15 qui a joué en U17 D1, la semaine d'après, la U17 D1 ne joue pas. Il n'aura pas le droit d'aller jouer en U15 D1. Parce que pour un joueur U15, la U17 D1 sera considérée supérieure à la U15 D1. Par contre, un joueur U15 qui a joué en U16 D1 la semaine d'avant et la U16 D1 ne joue pas ce week-end, il a le droit de redescendre, il a le droit de jouer en U15 D1, car la U16 D1 et la U15 D1 sont considérés de même niveau. Pareil pour la U16 D2, U15 D2, puis la U15 D3. Donc j'ai mis différents exemples, 3 exemples, on va pouvoir détailler. S'il y a des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter. Je sais que le tableau peut paraître un peu brut, un peu complexe, et le but c'est fait aussi d'harmoniser les pratiques et éviter qu'une équipe
U16 qui joue tout le temps U18 aille renforcer un match alors que l'équipe ne joue pas. C'est vraiment le côté équipe supérieure, équipe inférieure. Donc le premier exemple, si je prends un joueur qui est U16 et son club a une équipe en U18 D1, une équipe en U18 D3 et une équipe en U16 D1. La U18 D1 est considérée supérieure à la U16 D1 et qui est considérée même supérieure à la U18 D3. Je répète, le principe aussi, c'est le même, c'est-à-dire que si les trois équipes elles jouent, ça pose pas de problème. C'est comme en senior, quand il y a A, B et C, les joueurs ont le droit de jouer dans l'un ou dans l'autre équipe, peu importe. Le problème se pose uniquement quand il y a la U18 D1 qui joue pas, dans ce cas-là, le joueur U16 ne peut pas descendre en dessous. Par contre, si la U18 D1 joue le week-end, vous faites ce que vous voulez. On va passer au deuxième exemple. Donc là, dans le deuxième exemple, le joueur concerné est U15 et son club a une équipe en U16D2, une équipe en U15D2. En gros, pour un joueur U15, le club ne sera jamais embêté parce que la U16D2 et la U15D2 seront considérées même niveau. Donc même s'il y a une des deux équipes qui ne joue pas, il pourra jouer dans l'autre car les deux équipes sont considérées équivalentes l'une à l'autre. Et pour le dernier exemple, donc si un joueur est U14 et son club a une équipe en U16D2, une équipe en U15D2, une équipe en U14D1, la U16D2 et la U14D1 seront considérées de même niveau pour le joueur U14 et le joueur en U15D2 sera considéré inférieur à joueur en U16D2 ou U14D1 pour lui. Donc voilà surtout ce dont la commission voulait vous présenter aujourd'hui. Voilà, ce tableau de correspondance, c'est simplement fait pour les week-ends où il y a une équipe qui ne joue pas et que l'autre équipe joue pour éviter justement qu'il y ait des joueurs et qu'après on dise ouais mais ils ont renforcé, ils ont poussé. Si vous avez des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter à demander. Voilà, je vous laisse quelques instants aussi pour prendre connaissance de ce tableau. Oui. Ah, U16D3, il n'y a pas. En U16, il n'y a que D1 et D2 Il y a possibilité d'engager uniquement U16, D1 et D2. En sachant que pour l'instant, les U16, pour l'instant, il y avait en D1, il n'y avait qu'un seul groupe, et en D2, on était sur 15 à 16 équipes. Les échos que j'entends, je pense qu'il y en aura un peu plus. De ce que j'entends, il y a peut-être un peu plus de clubs qui vont engager en U16, mais le but, c'est pas de faire trois niveaux avec une seule ou deux poules, et qu'on ne puisse pas harmoniser les pratiques. Si en U16D2, on arrive à avoir 3 voire 4 groupes, l'idéal c'est d'avoir 4 groupes U16D2, une trentaine d'équipes, on fait des brassages, 2 poules un peu plus fortes, 2 poules un peu plus faibles, et chacun joue à son niveau. Il n'y a pas d'U16D3. Oui, il y a un seul niveau en 17. Alors, il y a un seul niveau en 17 parce que les deux catégories principales, on a fait le choix district, c'est U15 et U18. En gros, les U17, on s'est rendu compte que c'était sur 2 ans, qu'il y avait beaucoup de clubs qui avaient du mal à les faire. Et que la plupart des U18 jouaient déjà en senior. Puisqu'il y avait à peu près 25 clubs qui avaient engagé U19. Dans les 25 clubs, tous n'ont pas pu terminer la saison. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'U18 qui jouent en senior. L'idée est de renforcer cette U18 avec 3 niveaux et de délaisser un peu cette U17 avec un seul niveau, c'est de permettre à tous les joueurs U18 qui le souhaitent de pouvoir continuer, de faire une dernière année de jeune en U18. Pour les U16 qui montent en U17, les U16 sont capables, il y a 3 niveaux en U18 de proposer. C'est-à-dire que le niveau U18D1, ça risque d'être beaucoup du 18. En U18D2, ça risque d'être un mix U17-U18. Mais au moins, en U18D3, les U16, U17, U18 peuvent jouer. Et les U16, au moins joueront. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 80 équipes engagées en U15, et il y en a plus de 40 en U17. La moitié des équipes arrêtent le foot. Nous, notre but, c'est d'arrêter. La moitié des joueurs arrêtent le foot. À cet âge-là. Le but, c'était de renforcer ça. Donc il a fallu en effet créer un sacrifice, c'est-à-dire sacrifier un peu la catégorie U17, de dire il y a une U17 élite, les clubs qui veulent s'engager en U17D1, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a besoin d'avoir une U17D1. Pour pouvoir la 18 clics et pour pouvoir engager. Donc les joueurs à 17 peuvent. Et l'idée, c'est aussi de se dire,
que les U18 continuent à jouer au foot, que les U16 continuent à jouer au foot, que les U17 continuent à jouer au foot, et qu'il y ait beaucoup plus de clubs qui soient présents dans cette catégorie U18 dans le but de créer au maximum ces championnats homogènes. Donc s'il y a une équipe complète de U16 U17 qui va aller jouer en 18, ce sera peut-être compliqué lors de la phase de brassage, mais en deuxième partie de saison, ça va se réguler parce que je pense qu'il y aura une partie des clubs qui auront 5-6 U16, 5-6 U17, 5-6 U18 et pourront se retrouver pour toute la phase championnat ensemble. En tout cas, c'est l'objectif de cette forme et de voter lors de la GP. Et pourquoi ne pas laisser potentiellement une U17 D2 si certains clubs souhaitent ne pas faire d'élite en U17 avec un noyau U16 U17? Alors, si on laisse une U17 D2, ça a été réfléchi, discuté en commission, on retrouvait le même nombre de championnats qu'avant. Et on savait qu'avant, par exemple, il n'y avait que 2 poules par niveau. Si on retrouve une U17 D2, on fait une poule Boulogne-Montreuil, une poule Calais-Saint-Omer, uniquement, sans possibilité de brassage, sans possibilité qu'il y ait des équipes qui sont en dessous qui puissent s'inscrire. Et en plus, on aurait mis à mal la formule qu'on aurait proposée en brassage en U18. Puisque s'il y a une vingtaine d'équipes qui s'engagent en U17, c'est tant d'équipes en moins qui s'engagent en U18. Ça veut dire qu'en U18, on aurait retrouvé peut-être que 2 équipes par niveau, 2 ou 3 groupes par niveau. Donc les brassages plus utiles, à moins de faire un groupe qui va te caler jusqu'à Montreuil, un groupe comme ça. Donc du coup, on a vraiment voulu axer sur le côté renforcer les U18. Après, c'est une question qui pourra être menée en effet en fin d'année ou l'année suivante. Si on voit qu'il y avait énormément de clubs qui voulaient engager une U17 et 2, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir les suivantes. Mais nous, on veut vraiment renforcer la catégorie U18 et que les U18 puissent continuer à jouer en jeu. Ça a vraiment été l'axe fort, c'est vraiment le côté. On est U18, on doit avoir le choix entre jouer en jeune ou jouer en senior. Pour l'instant, les 18 n'ont pas vraiment le choix et jouent beaucoup en senior, de par le peu de clubs U19 qui existent. Donc on a vraiment voulu laisser ce choix, en sachant que s'il y a beaucoup de clubs U16, U17 qui vont jouer en 18, il y a des clubs qui vont peut-être avoir que 3 ou 4 U18 dans leur équipe. Dans ce championnat du 18, ce ne sera pas une U18. Ce ne sera pas une U18 complète. Il y a peut-être des U18 qui auront déjà joué en senior, et je pense qu'il y aura des championnats, surtout en D3, où il y aura une majorité de U16, U17 qui auront joué dans le championnat U18 et qui seront complétés par du 18 qui ne seront pas encore joués en senior. Voilà, c'est la vision, en tout cas, de la commission jeune qui fait qu'on a écarté le U17 et 2. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la main. Donc, comme précisé tout à l'heure, l'objectif, après avoir digéré cette information, vous ayez de multiples questions, ce qui est tout à fait normal, donc n'hésitez pas à identifier Maxime, à prendre ses coordonnées et à ce qu'il puisse répondre par la suite aux questions. La clé de votre mail spécial qui peut désormais être remplie de questions. Donc n'hésitez surtout pas. Également, vous avez vu qu'en dessous, on a intégré donc les autres membres de la commission qui restent encore actifs dans la commission Jeunes à 11. Il s'agit de Carole, je pense que vous connaissez, donc Séverine évidemment, elle est adjointe de Maxime, Lionel, également Jean-Claude Tacler, voilà, également. Donc Maxime évidemment, et Freddy. Freddy lève la main, Freddy pour bien identifier, mutuer. Freddy. Et là, voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions sur cette partie-là, on va commencer par une des grosses parties, c'est le football de jeunes à effectif réduit. Je vais laisser la parole à notre nouveau responsable du fait à la personne de Lionel. Alors bonjour à tous, donc Lionel Carpentier. Voilà, j'ai mon numéro, c'est le bon. Le nouveau mail, je pense qu'il va un peu fumer. Je vais laisser après la présentation à Ben qui nous a présenté il y a ça 3 semaines ou un mois sur la
la nouvelle réforme. Donc c'est un gros boulot. Donc je crois qu'on a passé 4 heures en réunion justement pour qu'on la présente. Donc on va essayer de fluidifier, on vous répondra au mieux aux questions dès le mois de septembre. On est encore en train de travailler dessus, mais les grandes lignes sont là. Moi, mon but, c'est que les gamins, enfin les enfants, joueurs et joueuses, jouent au maximum. Parfois, on met des remises partielles ou on remet des remises générales. Où, pour moi, un enfant, moi qui travaille, joue notamment sur des terrains de football, c'est pas eux qui vont parfois détruire des terrains. Donc, je pense que c'est à cet âge-là où, dans la poursuite du foot à 11, il faut que nos jeunes jouent au maximum. Il faut que nos enfants, les petits, jouent. Il faut qu'ils s'éclatent et qu'ils prennent énormément de plaisir. Donc voilà le but qu'on va avoir avec David sur le foot à jeunes, sur le foot effectif réduit. Donc c'est une première, c'est tout nouveau, mais on va essayer de pousser ça. Ben. Merci Lionel. Bonsoir à toutes et tous. Bon, je vous rassure, ça ne va pas durer 4 heures comme la commission où j'ai dû présenter l'ensemble des propositions fédérales. Alors, gros changement, mais en même temps, pas de panique. Ça n'est que la continuité de ce qui a déjà été mis en place sur les U6, U7 il y a 4 ans maintenant. Depuis 4 ans, il y a des études, des observations qui sont faites par plusieurs groupes de travail au niveau de la fédération sur les catégories, donc on appelle du foot des enfants de U6 à U11 parce qu'au niveau fédéral, les U12, U13 sont déjà considérés comme l'après-faux. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais là on est vraiment sur le foot des enfants. Alors, foot à effectif réduit, nos U13 sont inclus dedans. On va pas trop en parler ce soir parce que pas grand changement, si ce n'est des changements de loi du jeu. Et je vais le dire tout de suite, le plus gros changement pour les U13, c'est que maintenant ils vont jouer 70 minutes. Donc 2 fois 35 minutes au lieu de 2 fois 30. Alors, c'est un bon changement, mais qui a un impact important parce que qui dit 70 minutes, plus la petite pause entre les 2 périodes et éventuellement l'échauffement, on va être sur un volume d'occupation d'installation d'1h30 à peu près. Donc ceux qui ont l'habitude de gérer les plannings de leur club, le calcul est vite fait, 15h30 le foot à 11. Si les U13 jouent à 14h, ça peut bouchonner. Donc voilà, il y aura des propositions de fait pour essayer de remplir les cases et que personne ne se marche dessus par rapport au créneau des pratiques. Tu peux passer d'une page. Donc juste ça, c'est le cadre fédéral. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Lionel. Ça va juste me servir d'intro. C'est que pour un enfant, pour la Fédération française de football, dont les ligues et districts et les clubs font partie, parce que j'insiste là-dessus, on est toutes et tous affiliés et faisant partie de notre maison mère, qui est la fédération. Nous, notre objectif, c'est que les enfants jouent le même temps de jeu dans toutes les catégories, et quel que soit leur niveau, quel que soit leur sexe, quel que soit leur handicap potentiellement. Mais j'ai enlevé une ou 2 dates, et vous allez voir, en fait, on va alterner pour pas que ce soit trop chargé, notamment pour nos clubs qui ont les synthés. Cette année, c'était des essais. L'année prochaine, on va essayer d'améliorer un petit peu. Puis chaque année, on essaiera d'améliorer en fonction des aléas. Pour vous donner un exemple, mes collègues dans des autres districts, en Artois, c'est presque 100, quasiment 80 synthés. Dans l'Oise, on frôle les 100. Dans les Flandres, on est à 150. Nous, on en a 20. Une vingtaine. D'accord ? Donc, on ne joue pas dans la même cour, en fait, sur les périodes d'intempéries. Sauf que nous, on veut que ça joue. Donc, on essaye de trouver des solutions pour qu'un maximum d'enfants puissent jouer. Et tous les enfants, pas que ceux qui sont dans des clubs avec des structures ou d'un certain niveau. Tout le monde doit jouer si on veut que tout le monde progresse. D'accord ? C'est un peu la philosophie. On peut passer... Donc juste... donc ça c'est le plateau. On va pas trop vite...
Juste pour le plateau en U6, U7, un seul changement, donc toujours 5 rotations. Ça, on reviendra, il y aura des réunions en début de saison. Je rentrerai dans les détails et on le fera sur le terrain. Mais juste pour vous dire qu'il n'y aura plus qu'une seule rotation ballon magique. Soit en 2 contre 2, donc un gardien, un joueur, soit en 3 contre 3, un gardien, 2 joueurs. Une rotation, donc le défi va un petit peu évoluer, ce sera du 1 contre 1. Donc j'ai pas encore les documents qui expliquent le protocole, mais on le redéfinira. Mais retenez qu'il y aura toujours une rotation défi, comme il y avait le défi 1 contre 1 pour marquer. Et par contre, on gagne un temps de rencontre. Jusqu'à l'année dernière, il y avait 2 temps de rencontre, maintenant il y en aura 3. Donc, une rotation ballon magique, une rotation défi, 3 rotations match pour les U6 U7. Donc c'est le petit changement dans le fonctionnement du plateau. Ça, c'est le document que je vous disais, et puis après, quand on clique sur philosophie du plateau, donc là c'est tout des liens, bah, vous avez la définition de ce qu'est un plateau. D'accord, vous avez des petites phrases importantes. Un rappel des formats de pratique. Quand je suis U6 U7 niveau 1, en quoi je joue, en 54 contre 4, donc 3 plus 1 gardien. Je suis U6 U7 niveau 2, en quoi je joue, bah pareil, en 4 contre 4, parce qu'on l'a décidé, mais si sur un plateau à 4 contre 4, il y a un club qui vient, il y a eu un malade, ils sont qu'à 3, et ben quand sur le ballon magique, ça pose pas de problème. Sur le défi, ça pose pas de problème. Et sur le match, à l'adversaire, plutôt d'être bourru et dire oh non, mais je joue à 4, t'es débrouille, bah, il en enlève 20 et vous faites un 3 contre 3. Un gardien, 2 joueurs. Les gamins joueront quand même. D'accord, pour le niveau 2, je parle. Après, et en U6, on joue à 3 contre 3, donc 2 joueurs et un gardien. D'accord, donc ça, c'est juste dans le document. Vous aurez à chaque fois toutes ces infos pour voilà, des petits rappels. Sur les formes de pratique et les règles. Je peux revenir au menu la petite maison là. Voilà, donc, on passe au 8 U9. Donc même chose, calendrier. Même principe que les U6 U7. 2 temps forts, je vais aller plus vite. La rentrée du foot et la journée Francis Coré des U8 U9. Il n'y a plus le mot national parce que la Fédé ne nous accompagne plus sur cette journée. C'était la volonté du président et de son comité directeur de maintenir la journée des U8 U9 parce que c'était quand même c'est le rassemblement de l'année pour les petits. Bien qu'il y ait une petite baisse de participation, mais bon, ça c'est pas grave, c'est comme ça. Le calendrier, 19 dates en U8 U9, 21 sur les U9 confirmés. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça représente une toute petite majorité de clubs et d'équipes et ça se fera sur cahier des charges. Toujours 3 phases, automne, hiver, printemps. Et puis, pour les 9 confirmés, eux, ils en ont 4. La phase 1 sur 8 journées en foot à 5. La phase 2 en format 5 ou futsal, ça dépendra des structures. Le plateau mixte foot à 5, foot à 8 en phase 3. Et la phase 4 où ils sont sur des foot à 8. Ça ne concerne que les U9 confirmés. Et on va remettre de l'exigence sur les 9 confirmés parce que cette année, quasi tous n'ont pas joué le jeu comme on l'a demandé et comme on s'était mis d'accord. C'est rien, on va en discuter, mais on va remettre le cadre parce qu'on fait ça pour vous couvrir déjà parce que la pratique à 8 n'est pas réglementée, donc ceux qui font des matchs à 8, même hors U9 confirmés. J'ai vu des annonces sur Facebook, U9 niveau 3 cherche match foot à 8 pour l'année prochaine, au mois de mars. Je pense qu'il y a d'autres choses à travailler et à faire avant. Mais c'est surtout pour vous couvrir, parce que si vous avez un accident et s'il y a un gamin qui se blesse gravement en jouant en 8 contre 8, alors que ce n'est pas sa forme de pratique, vous n'êtes pas couvert en tant que club et vous en êtes responsable. D'accord ? Donc, souvent, les présidents ou les secrétaires ne sont même pas au courant que leurs éducateurs le font. S'ils le sont au courant, mettez-les au-delà, parce que ce n'est pas réglementaire et c'est dangereux s'il y a un accident. Le message est passé. Voilà, ceux qui veulent jouer avec le feu, ils peuvent ne pas se brûler. Et on peut, voilà, c'est vraiment dans le but de protéger les enfants et de vous protéger vous, de faire respecter les normes de pratique. On peut passer à la page suivante. Donc le calendrier. Donc les U8, U9, que ce soit niveau 1, 2, 3. Je rappelle, niveau 1, il y a les U9 confirmés, c'est l'élite. L'année dernière, on a eu très peu d'U9 niveau 1. Les U9 niveau 1, ne pensez pas que vous allez jouer tous nos gros clubs. Ils sont en U9 confirmés. Donc ça va être leur équipe 2 ou 3 qui vont peut-être être moins, mais voilà. Ça s'est régulé sur la deuxième partie de saison l'année dernière.
Mais là, l'engagement, il est unique. C'est-à-dire que vous allez vous engager pour toute l'année. L'année dernière, j'ai oublié, c'était ma faute. Mais là, vous allez voir, vous verrez apparaître les 3 phases, vous aurez déjà les dates, et il n'y a qu'un engagement à faire. Bon, je ne vous demanderai pas en décembre de refaire un engagement, sauf si vous voulez changer de niveau, parce que voilà, vous vous êtes rendu compte que vous étiez trop fort ou trop faible. Ça, ce sera possible. Donc, toujours les journées plateaux traditionnels, on va revenir après, ici, et puis là, les plateaux aussi traditionnels si c'est sur Saint-Thé, et puis s'il y a des salles, ou des fives, parce que je prends le Portel, je prends Saint-Omer, je prends Cuc, Vincent, ils ont des fives maintenant, ils peuvent faire des plateaux 5-5, hein, c'est de la pratique à 5, des 5-35 sur les fives. Okay, donc mettez-les à disposition si vous pouvez, on pourra les utiliser. Donc même chose que 3 dates, mais vous voyez, ce ne sont pas les mêmes dates que les U7. C'est la semaine enfin c'est en décalé. Donc ce qui fait que ce sera un peu moins chargé les samedis matins sur le créneau U7 U9, parce qu'il n'y aura qu'une catégorie de concernés. Donc tous les synthés, qui l'année dernière étaient tous utilisés sur ce créneau-là, ne le seront pas, vu qu'on ne met pas tout le monde. D'accord ? Ça va ? Les plateaux, là on va aller sur la page du plateau, parce qu'en U9, c'est là où la réforme fédérale commence. Parce qu'en U7, c'était qu'une petite modification. Donc le plateau. Le plateau U9, voilà comment il va se décomposer maintenant. 5 rotations de 12 minutes. D'accord ? Une rotation Funinho, je vais expliquer après. Une rotation défi 2 contre 1 et 3 matchs en 5 contre 5. Ça ne change pas les matchs. Funinho, c'est quoi ? C'est un match, mais en 3 contre 3. Avec 2 buts attaqués, 2 buts à défendre. Les plus anciens, si vous vous souvenez, on faisait ça en U6, U7 à un moment, 3-3 avec 2 buts attaqués, 2 buts à défendre. Donc là, le Funinho, c'est une méthode portugaise qui existe depuis des années, qui a fait ses preuves sur l'apprentissage des jeunes footballeurs, que beaucoup de clubs utilisent, en France et ailleurs aussi. Et bon voilà, donc il y aura une rotation, je ne détaille pas l'organisation, parce que j'ai pas encore reçu le document officiel, mais dites-vous que de toute façon tout sera un peu comme les U7, hein, il y aura un système de rotation, les gamins, avec vos équipes, vous tournerez et vous alternerez les 3 matchs à 5, le Funinho en 3-3 et le petit atelier de 2 contre 1, donc ce sera certainement par vague, 2 gamins qui attaquent contre 1, qui défendent, puis après ce sera l'autre équipe qui le fera. Enfin, voilà, on va développer des qualités de jeu à travers des situations de jeu réduit comme ça, intégrées dans les plateaux. Ça, c'est fédéral. Encore une fois, c'est pas district global, c'est fédéral, c'est national. Dans tous les districts de France, tous les côtés et tous les districts ont reçu le même document, c'est voté en Assemblée fédérale. C'est dans la continuité de la réforme du foot des enfants qui avait été entamée en U6, U7. On continue avec les youtubeurs. Donc forcément, cette année, il y aura des contents, des pas contents, il y en a qui vont être enchantés, on le sait. Mais quand je vois maintenant les U6, U7, j'ai vu à la journée nationale que quasiment tous les éducateurs, presque cette année, n'avaient pas l'air surpris de découvrir le ballon magique, ce qui était le cas les années précédentes, alors qu'ils étaient censés le faire toute l'année. Là, personne m'a dit, je ne connais pas, je l'ai jamais fait. Voilà, même si je sais bien que ça ne se fait pas, malheureusement, à chaque fois sur tous les plateaux, ça devrait. Là, ça va être la même chose. Il faudra prendre l'habitude, sur les plateaux U8, U9, d'organiser les plateaux avec ce contenu-là. Même chose dans le document, tout sera expliqué, avec les fiches, etc. etc. Enfin, voilà. Et on va faire des plateaux de test, des plateaux de démonstration. À la rentrée, sur les réunions de secteur, on fera un plateau, enfin voilà, on le mettra en place, comme ça vous pourrez le voir, en plus de l'avoir en document. Et à la rentrée du foot du 9, il y aura un site à Calais, de nouveau à l'épopée, pour le Calaisie, mais je pense que je vais l'ouvrir parce qu'on va faire sur 3 créneaux dans la journée. On va profiter de ce site pour montrer aussi le déroulement du plateau type en 8. Okay. Des questions ? Oui. Sur les périodes libres, la méthode Funinho, on peut la faire avec la méthode libre ? Oui. Méthode libre, c'est période libre, c'est période libre. À partir du moment, si tu peux juste remettre le menu de la catégorie, à partir du moment, vous voyez c'était celle d'avant, où vous restez dans ce qui est
dans ce chapitre-là. Donc on peut faire un plateau uniquement féminin, c'est pas libre. Oui. En période libre. Donc vacances et jours fériés. Tu peux aller dans forme de pratique, s'il te plaît, William. Vous pourrez aussi, en pratique associée, dans pratique associée, c'est ce que vous pouvez faire. Alors, c'est une bonne intervention, Arnaud, parce que je rajouterai Founigno dans ce chapitre. Mais on a mis futsal, pratique associée, donc que vous pouvez faire en vacances, ou jours fériés, ou sur le mois de janvier-février. Et on a mis aussi la formule, parce qu'au départ, ils voulaient qu'on le mette, on l'intègre dans les calendriers, mais ça, on trouvait que ça faisait beaucoup et que le but c'est, on veut simplifier ou clarifier. Donc, mais par contre, on l'a mis dans les formules que vous pourrez faire, justement en période libre, c'est la formule jour de match, mais en format festifoot. Et j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, je trouvais ça peut-être mieux dans l'appellation, parce que les gens marchent à ça maintenant. On l'appellera la formule remontada. Le principe de la montante descendante, c'est si je suis au dernier terrain, le principe c'est la remontada. Si j'arrive au terrain numéro 1, j'ai gagné tous mes matchs. Voilà. Ce sera une formule que vous pourrez utiliser aussi, comme Foligno, sur des plateaux ou des maxi-plateaux. Alors, pas forcément faire que ça, mais voilà, s'il y a un programme sur la journée où il tourne sur différents. C'est des idées que vous aurez. Et dans ce document-là, vous l'aurez. Donc, c'est libre. Vous avez un panel d'activités à faire, mais on reste dans le panel d'activités de la catégorie. On ne réinvente pas les choses. D'accord? Autre question pour les U9? Et au niveau des U9 confirmés, est-ce qu'il y a des changements ou pas? Alors, en soi, non. Alors, des petits trucs par rapport à des remarques que j'ai pu en tête. Mais... Sur la forme, parce que la première partie c'était à 5, la deuxième c'était à 5. Oui. Ensuite, il y a eu l'alternance. Après, c'est mixte 5 et à 8, et après, c'est à 8. C'est toujours les 4 phases, ça ne changera pas. Par contre, par exemple, le foot à 8, c'est sur 2 dates. Sur les dates libres, il n'y a pas de foot à 8. Donc, en vacances et en jour férié, on peut faire des plateaux U9, mais foot à 5. Le foot à 8, c'est que dans nos journées à nous. D'accord. Oui. Mais fondamentalement, il y a des changements. Non. Il y aura toujours le cahier des charges. Mais par contre, on sera plus rigoureux sur le respect du cahier des charges. Certains plateaux ont eu lieu sans but, c'est une condition sine qua non pour être engagé. Voilà, après, il y a eu des petits couacs, on vient à 2 équipes, on vient à une équipe, donc ça je corrigerai, on corrigera, mais c'est de la com en fait, c'est le message qui était mal passé. Mais c'est toujours pour bien. Alors en fait, on considère qu'un effectif U9 confirmé c'est 12, c'est-à-dire que c'est un effectif de foot à 8, et que potentiellement un effectif de foot à 8, on peut le couper en 2 et donc avoir 2 équipes de foot à 5. Mais alors, logiquement, tout le monde devrait être en capacité de le faire, mais il s'avérait que cette année, il y en a qui, au début, il n'y en avait pas encore totalement 12 au niveau, que je peux à la limite comprendre. Donc il y a juste ça qu'on doit réguler. Une question sur les 9, on peut passer aux 11. Et après les 11, j'en aurai terminé. Alors il y a des petits liens, j'essaierai de les identifier parce que la petite maison en bas, ça revient au menu. Là ici à chaque fois vous aurez un lien qui vous ramène soit au menu de la catégorie, ou quand c'est la maison, c'est au menu général. Et quand c'est des petites flèches ici, c'est la page précédente. Vous avez des... Et si vous cliquez, vous allez passer de page en page, vous allez vous y perdre. Donc tu peux, menu principal, la petite maison, William, s'il te plaît, on est au Lyon, super. Non, j'ai rien dit, j'avais pas vu que c'était Lyon, autant qu'on... Le calendrier. Le calendrier des U11. Donc là, il n'y a pas forcément de changement dans la pratique, il y a un changement dans l'organisation de la pratique. La demande, les U11 vont passer en format challenge. Alors, championnat, j'ai dit, c'est un mot que vous devez bannir, en tout cas, vous devez effacer de votre mémoire profonde. Jusqu'en U13, il n'y a pas de championnat. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était une formule critérium, en U11 comme en U13. C'est-à-dire des matchs secs, avec un calendrier. J'ai mon calendrier, je fais des matchs aller-retour ou pas, mais c'est des matchs secs, donc on parle de formule critérium. Donc on l'aura toujours un petit peu, mais on va être aussi dans une formule challenge.
en gros, de la rentrée jusqu'à décembre, on va être sur des formules de plateau à 4 équipes. Où vous allez jouer. Donc le temps de jeu en U11, c'est 60 minutes. Ça passe de 50 à 60 minutes. D'accord ? Sur les formules challenge, vous allez jouer, les 4 équipes vont se rencontrer. Donc chaque équipe va faire 3 matchs d'une fois 20 minutes. Contre l'adversaire B, contre l'adversaire C, contre l'adversaire B. D'accord ? Et ça, ce sera jusqu'aux vacances de Noël à peu près. Tu peux mettre la page d'après, ce sera plus marquant pour tout le monde. Voilà. Donc, il y aura la rentrée du foot, et jusqu'au début décembre, on s'est arrêté au 5 décembre parce que, comme souvent, la deuxième quinzaine, le deuxième week-end de décembre et celui des vacances, c'est les arbres de Noël et beaucoup d'animations qui vous sont propres. On a essayé de ne rien mettre. Jusque-là, plateau à 4 équipes. D'accord ? Donc, j'ai oublié de dire le plus important, les U11, administrativement, vont être gérés dans FAL également. On n'a plus la possibilité de les gérer via l'outil compétition Foot Club, comme c'était le cas cette année avec les U13. D'accord ? Ça parle à tout le monde ce que je viens de dire, ou il y en a qui débarquent ? Dites-le, il n'y a pas de souci, on peut expliquer. En fait, on a 2 outils de gestion de compétition, un qui s'appelle l'outil de gestion de compétition, et un FAL qui gère tout le foot animation et loisirs. Là, on est dans le foot animation. Et les U11, c'est configuré informatiquement. On va basculer les U11 sur FAL. Donc les engagements pour les U11 vont se faire dans FAL. Les engagements pour les U13 vont se faire comme vous faisiez chaque année, dans Foot Club. Enfin, pour les 2 outils, on passe par Foot Club de toute façon. Il y a gestion compétition et la FAL. Vous allez vous engager comme chaque année, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y aura la possibilité pour les clubs qui travaillent par année d'âge d'engager des U10 niveau 1 uniquement. Donc là, c'est pour notre élite. Encore une fois, on essaie de réfléchir pour le football de tous. Le niveau 3 comme notre élite, parce qu'il faut que tout le monde joue plus, et que tout le monde progresse, pour que tout le monde progresse vraiment le plus haut possible. Donc là, plateau à 4 équipes. La coupe, comme on l'appelle vulgairement, c'est l'appellation se transforme en format en jour de coupe. Donc ce qui a été mis en place pour le festival U13 Pitch cette année, sera mis en place pour le format de coupe en U11, en U13 je pense aussi on verra. Donc formule à 4 équipes, la différence c'est que vous n'êtes pas éliminés. Donc les 3 dates jour de coupe, toutes les équipes participent. Et à la fin, nous on fera notre classement par rapport aux résultats des jours de coupe, et on fera donc une finale. On a avancé d'un week-end. On verra, ça pas encore du sûr, il faut qu'on recolle l'ensemble des calendriers et des actions de fin d'année du district, parce que pas que les petits, il y a plein de trucs au mois de juin, donc il faut juste qu'on se marche pas sur les pieds. Mais l'idée c'était d'avancer d'un week-end, parce qu'à partir de souvent du week-end du 12-13 juin, il y a quand même des gros tournois d'organiser dans vos clubs, et on voudrait éviter qu'on se marche tous dessus. Le but c'est un peu du donnant-donnant. On veut remettre du cadre, ce qui est organisation district, vous devez y être, parce que vous êtes engagé. Par contre, quand on vous laisse libre, on fait en sorte de vous laisser du temps libre pour faire tourner vos clubs, c'est important, les tournois, et puis aussi pour participer. Le week-end d'avant, c'est la Pentecôte. Alors cette année, le week-end d'avant, c'était la Pentecôte. C'est 17 mai la Pentecôte l'année prochaine. C'est encore avant. Mais de toute façon, d'une année à l'autre, avec les jours fériés, cette année, on va être sur un mois, même principe que sur les U7 U9. Vacances, jours fériés, rien. Ça vous appartient. Pour les matchs amicaux, parce que là on est chez les Lions, qui peuvent être faits en match sec, pour les tournois, mais tout ce qui est tournoi et matchs amicaux, et surtout tournoi, il n'y aura que sur ces dates-là. Je sais qu'il y a quelques clubs, alors là, parce que c'est nous, je sais qu'il y a quelques clubs par exemple qui ici avaient, il faudra décaler soit en février, soit... D'accord ? Parce que nous on met des trucs, donc c'est priorité aux organisations qui existent. Mais il y a suffisamment de dates pour tout le monde. Donc les tournois de président, logiquement, on doit les faire. Là, avant cette date-là, Ils seront pas homologués. avant le 12 septembre. D'accord. Si c'est avant le 12 septembre, ça pourrait être.
Mais si j'ai vu déjà des annonces de clubs qui cherchent des matchs amicaux 12, 19, 26 septembre, bah, vous pouvez enlever l'annonce. Il y a un report pour remise générale. Alors, on va y venir après ça. Je finis parce que je suis parti dans tous les sens. Donc, plateau à 4 équipes. D'accord? Je vais essayer de restructurer ma présentation. Plateau à 4 équipes jusque Noël. On va plus parler d'anime synthé parce que le nom ne me plaît pas, parce que s'il y a des salles, on n'est pas sur l'anime synthé. On va parler de période 55. D'accord? On a enlevé des dates, il n'y en a que 3 qui seront pareils en quinconce avec les U13, donc on ne se marche pas sur les pieds. Ce qui fait que pour les bougons, quand il n'y a rien, vous pourrez aller faire du 8 contre 8. D'accord? Mais les dates 55, elles sont obligatoires. Obligatoires. Vous êtes engagé du 1er septembre au 30 juin pour toutes les formes de pratique. D'accord? Je ne vais pas m'attarder ce soir sur l'intérêt de la pratique à 5. Il y a un chapitre dans le document, vous pourrez le lire, et on pourra en discuter. Et que je réduis de manière générale. Ces 3 dates. Ça va pas, au contraire, ça ne va pas nuire à la carrière du jeune joueur. Ça va même lui servir. Mais voilà. On a quand même été à l'écoute, on a enlevé un peu de journée, on a alterné U11 U13 pour pas que ce soit les mêmes week-ends. Et les dates libres sur la période hivernale, et j'insiste, sur la période hivernale, du coup je le mettrai peut-être, pour que ce soit clair, vous aurez le droit de faire des matchs amicaux en U10, U11 et en U12, U13, quand il n'y a pas le 55. 55 qui peut être sur synthé, sur des terrains de 40 par 30, respectez bien les dimensions, parce que jouer à 5-5 sur 40 par 20, 40 par 30 ou 50 par 30, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes contraintes de temps, d'espace, même si c'est le même nombre de joueurs. D'accord? C'est important, on insiste là-dessus. Si c'est un 5, pas de souci. Si c'est une salle, pas de souci. Mais ça joue. Ok? Et on termine la phase de printemps en vert, où là, un exemple, on arrive début novembre, J5, grosses intempéries, remise générale, jeunes compris, la J5 est tout simplement annulée. Elle ne va pas venir encombrer notamment vos calendriers de fin de saison, où vous allez devoir enchaîner les week-ends, les mercredis, les week-ends, les mercredis. D'accord? Si c'est une remise partielle, alors, avant que... On a tout à fait conscience qu'il y a certains endroits et certains clubs qui vont être... C'est le brin pendant 3 mois. Mais ce sera le brin, que ce soit une formule critérium, que ce soit une formule championnat, que ce soit une formule plateau. Quand votre terrain il est mort, on le sait, et il y en a, ça fait des années que c'est comme ça, et on trouvera des solutions. Mais le principe général, c'est remise générale, on ne programme pas la journée. Remise partielle, si, je ne sais pas moi là, il y a toujours la J6-5, il n'y a pas de remise générale, mais on a, allez, je vais dire 10 clubs qui sont censés recevoir un plateau et qui ont un arrêté municipal. Premier temps, on va regarder les 3 autres. Si on peut basculer le plateau chez un des 3 autres. D'accord? Si ce n'est pas possible, le plateau pourra être reprogrammé, mais c'est le club recevant qui proposera aux 3 autres une date, mais il faudra que ce soit joué avant les vacances qui suivent. Donc la seule possibilité, c'est soit mercredi, soit une des journées des vacances qui suivent. C'est clair là-dessus? Et si vraiment on ne peut pas le jouer, eh ben c'est tout, c'est pas grave, le plateau il sera pareil. Le but c'est de tout faire pour le jouer. Et si vraiment on a sorti tous les rames et qu'on n'a pas pu jouer le plateau pour X raison, après s'il y en a un des 4 qui est jamais d'accord avec la date, les 3 autres ils jouent, puis tant pis pour le 4e. Les histoires des guéguerres et machin, on n'arrive jamais à se mettre d'accord, parce que les dérogations, on en a à l'appel aujourd'hui, des fois beaucoup sont inutiles, abusives, et c'est très rarement pour le réel motif du terrain qui est vraiment impraticable, parce que s'il y a un gamin qui a un anniversaire ou l'autre il est en vacances, il y en a d'autres, des gamins vont faire jouer les autres, et puis voilà, si c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est pas grave, il va d'aller en vacances, on fait son anniversaire. Mais les autres, ils ont le droit de jouer. Donc les dérogations faites parce qu'il manque un tel ou un tel, après il y a d'autres cas qui sont justifiés, hein. Je suis pas en train de dire que toutes les demandes de dérogation sont pas justifiées. Mais le but c'est aussi qu'on efface toutes ces dérogations inutiles, qui sont des fois contraignantes pour vous, parce que des fois en plus ça crée des tensions, parce que oh bah ouais, mais il m'a pas répondu, et puis ça traîne en longueur, et puis ça finit en juridique, et puis on est encore pas content, parce que quand on voit le PV de la jurette, voilà, toutes ces histoires-là, il faut qu'on arrive à lutter. Donc, remise générale, journée annulée. Remise partielle, on se met d'accord entre clubs par mail officiel.
on trouve une date, nous on la met à jour d'Enfal, et puis le plateau il a lieu le jour où il doit avoir lieu. Si le club recevant, on arrive à le changer le jour même, pour que le plateau ait lieu la date prévue, on le fera. Ça va? Ouais, Thomas? 11h. Ouais. Alors pour les horaires, on a eu les infos sur les changements d'horaire, etc. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, on est d'accord en fait. Mais pour l'instant, comme il y a plein de changements, ça on ne le change pas. C'est-à-dire qu'on laisse 9h30, 11h, et alors si, il y aura peut-être une petite avancée de l'horaire en 13, pour pas que ça coince après que le foot à 11, notamment l'hiver. Mais pour l'instant, on ne change pas. Par contre, et je m'y engage, on va étudier comment on pourrait faire, parce que je prends l'exemple de l'Oise, eux ils arrivent à mettre tout le monde U7, U9, U10, U11 à 10h le samedi matin. Si on pouvait, je le ferais. Je regarde Michel parce que je sais que tu as fait la remarque. Sincèrement, si on pouvait, je le ferais. Mais on n'a pas assez de synthé. Et comme nous, on est très vite les pieds dans la gadoue, ben voilà, alors pas de ce temps-là, mais par temps sec et par beau temps, on peut mettre tout le monde à 10h sans problème. C'est pas un souci. Mais dès que la pluie va arriver fin octobre, début novembre, jusqu'à fin février, ben, on va être coincé. Et surtout parce qu'il y a des bateaux qui sont programmés à 9h. C'est ça, on a vu. Alors ça, on peut peut-être insister pour que... parce que, autant 9h30... Alors, parce que, pour tout dire, Michel avait fait la proposition d'inverser, faire les plus grands plus tôt et les plus petits plus tard. C'est pas bête en soi, mais moi j'ai des parents, je couchais mes enfants à une heure raisonnable, à 6 ans, à 5 ans, à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Moi, le samedi matin, ils dormaient pas jusqu'à 10h, j'allais pas les réveiller, et allez, 7h30, 8h, ils étaient déjà réveillés. Donc, si on prend un rythme normal de l'enfant, c'est pas une tare pour l'enfant de se lever tôt. Sauf si c'est couché à minuit qui était devant la console. Il va être fatigué, je peux déjà vous le dire. Mais bon, je partais juste de ce principe-là. Je ne dis pas que c'est une vérité linéaire, mais voilà. En tout cas, on va étudier la possibilité d'essayer de faire un horaire moins tôt, mais comprenez que le foot à effectif réduit, de U6 à U13, c'est plus d'un tiers des pratiquants. Donc de U6 à senior, c'est plus d'un tiers. Donc c'est, en gros, c'est là où il y a le plus de pratiquants pour le moins d'amplitude horaire de créneaux. Alors là, on l'a agrandi en commençant à 9h30, mais avant, rappelez-vous, les U11, U13, c'était 14h, 15h30, il n'y avait que ça. Et puis les U7, U9, les débutants, comme on disait, c'était quand on pouvait. Là, on a essayé d'identifier des créneaux pour chaque catégorie. Je suis nouvel éducateur dans une catégorie, on m'a donné le document, on m'a expliqué les U7 chez tel jour, machin. Voilà, c'est ancré. Le but, c'est d'ancrer aussi ça. Si on peut décaler, on le fera. Et oui, Maxime. On avait des conflits entre les dates de critérium féminin Oui. et les journées de changement. C'est prévu. Oui. Regarde, les journées féminines sont en... Alors, je ne l'ai pas fait pour le cliché, je l'ai fait parce que j'avais déjà utilisé tous les codes couleurs. Sont en rose ou violet. Il y a 8 journées de critérium féminin U11, U13 de prévues. On réfléchit peut-être avec Stéphane, parce qu'on a rencontré les clubs féminins, à leur proposer autre chose pour les catégories plus grandes. Bon, ouais, j'en parle pas aujourd'hui. C'est prévu. Alors, la seule truc, c'est que si elles sont engagées avec les garçons, elles peuvent faire toutes les journées de challenge et de critérium. Il y a que parce que le calendrier n'est pas extensible. J'ai mis les journées féminines sur les dates de jours de coupe. Donc en gros, les filles ne feraient pas jour de coupe en soi, mais elles auraient leur critérium à elles, qui serait une compétition. Le but, c'est que ça devienne aussi institutionnalisé et que c'est pas juste deux équipes de filles de la moitié de la terre qui n'ont rien à faire et qui se rencontrent. Non, le but, c'est qu'elles ont leur calendrier, elles ont leurs adversaires, elles se rencontrent, elles ont leur date à l'avance. Donc à chaque fois, on les a mis le dernier week-end avant les vacances. Et par contre, et là, parce que j'ai pas le choix cette année, parce qu'on perd quand même pas mal de week-ends avec les jours fériés, mais vous pourrez bouger les matchs sans problème. J'ai mis 3 journées pendant les vacances pour les filles. Mais encore une fois, avec possibilité de bouger la date et le match. Donc il y a 8 journées de critérium qui sont déjà prévues. Et les engagements pourront être faits dès le 1er juillet. On était toujours en retard, et c'est ma faute, je l'assume,
sur le lancement des engagements du critérium féminin en U11 et en U13. Et du coup, c'est dommage parce que les premières semaines, les premiers mois, elles ne pouvaient pas jouer. Et je rappelle que pour les critères féminins, parce qu'il y a peut-être des clubs qui ne sont pas des clubs dits féminins, mais qui ont des filles, c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où vous avez 5, 6, 7 filles dans votre club sur la catégorie U10, U11 ou U12, U13, plus des U9 pardon, qui peuvent jouer en U10, U11, vous pouvez potentiellement engager une équipe spécifique féminine qui, en plus de ce qu'elles font avec les garçons, pourront jouer sur les 8 journées qui sont ici sur le calendrier. Parce qu'elles en ont besoin aussi. Il faut qu'elles jouent en mixité, mais il faut aussi qu'elles jouent de temps en temps et assez régulièrement entre elles. Parce qu'elles n'ont pas la même prise d'initiative, elles n'ont pas la même confiance en elles, et les deux sont bons pour leur apprentissage. Donc même si vous êtes anti-foot féminin, pensez quand même que si vous avez 5-6 filles dans votre club, trouvez quelqu'un dans votre club qui aimerait les accompagner et leur permettre de s'épanouir aussi dans une pratique complémentaire avec la mixité qu'elles ont le reste de l'année. C'est ça pour les U11, pour les U13, mais c'est pareil pour les U7, U9. Il y aura des dates, alors je ne l'ai pas mis là, mais il y aura des dates anciennement, mais ce qu'on appelle l'Open Cup. À chaque vacances, on faisait un rassemblement U7, U9. Là, le dernier, on ne l'a pas fait parce que l'avant-dernier, c'était famélique. J'ai fait une animation à 7 gamines sur 200 licenciés et 200 convoqués. Donc on peut se décharger sur les parents en disant qu'ils ne l'ont pas amené, mais ce sont vos licenciés. Donc sur une date officielle, il y a des clubs, on n'a pas besoin de leur dire, ils emmènent les 3, 4, 5 gamines et ils les amènent au rassemblement. Et puis d'autres endroits, elles n'ont pas l'info, enfin voilà. C'est pareil, si on veut développer à tous les niveaux, il faut aussi inciter les petites, dès le plus jeune âge, il est temps qu'on arrête de parler, à venir sur nos rassemblements. D'accord ? Donc U11, 21 journées, U10, U11, 21 journées de pratique, tout confondu, rentrée du foot, challenge, critérium, jour de coupe, et 5v5, 5 contre 5, 21 journées de pratique. Ça ne veut pas dire que tout le monde va jouer 21 journées. Ceux qui ont des terrains compliqués, etc. Mais nous, l'offre de pratique, elle existe. Et pour la catégorie U11, sur l'aspect général, un enfant de 9 ans, 10 ans peut jouer 21 journées avec son club, plus ce qu'il fera avec son club en temps libre, tournoi, matchs amicaux, sur les dates. Donc il y en a plus qu'assez. La directive nationale pour les U10, U11, c'est 18 journées. 16 pour les U8, U9, 14 pour les U6, U7. Vous allez pouvoir comparer ce qu'on a proposé, sachant qu'on table au-dessus, parce qu'on a conscience qu'avec les intempéries, on va avoir une petite perdition de journées de pratique. Donc on est dans les clous pour les orientations fédérales par rapport à ça. Juste le challenge, et puis après j'ai fini de revenir sur la définition du challenge. Donc dans les formes de pratique, on a défini le challenge, donc il y aura 8 journées, format en plateau à 4 équipes, 3 matchs de 20 minutes, le défi jonglage en tout début, on ne le fait qu'une fois, mais les 4 équipes le font. Et puis après vous aurez l'organisation plus la philosophie. Même principe, chaque forme de pratique est définie pour les U10, U11, on va aller en dehors. Et ce sera pareil pour les U12, U13, il y aura la même chose, où on va redéfinir les choses, que ce soit bien clair. Est-ce que vous avez des questions? Et pour l'inscription à la rentrée du foot, ça comment c'est fait? Dans FAL. Dans FAL aussi? Tout de U6 à U11, FAL. Challenge Critérium, c'est le même engagement. De toute façon, vous le verrez, j'ai mis challenge / critérium, U10, U11, et j'ai mis rentrée du foot. Pourquoi parce que j'aurais pu inclure la date de la rentrée du foot, enfin avoir un engagement unique pour tout. J'ai quand même séparé l'engagement à la rentrée du foot, parce que je sais qu'il y en a certains en début d'année qui ne sont pas encore prêts. Je rappelle quand même que la rentrée du foot, U7, U9, U11, vous pouvez venir avec des non-licenciés. On ne vous demande pas de feuille de plateau, on ne vous demande pas de licence. Il y a une assurance nationale qui est prise. Tous les enfants, tous les pratiquants sont couverts. C'est une journée qui est censée lancer la saison et aussi faire découvrir au nouveau. D'accord ? Donc le but, c'est, on va changer un peu la formule, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de sites. Je pense que pour les rentrées du foot U10, U11, ce n'est qu'encore une réflexion, il faut que je vois la faisabilité. Je vais partir sur des plateaux à 8 équipes, où vous alternerez, cap qui joue, cap qui attend, cap qui joue, cap qui attend, sur un créneau un peu plus long, parce que c'est une date qui est réservée, donc les U7, U9 ne sont pas là, donc on va pouvoir augmenter le
le créneau, faire 10h midi par exemple, bref. Et comme ça, vous aurez l'occasion de découvrir la formule challenge, mais on mettra plus d'équipes sur un site et chaque site recevant, ils auront les infos, il y aura des brochures, enfin, les petits livrets et les cadeaux à donner aux gamins comme chacun. Mais l'idée, c'est que oui, tout le monde, ce serait dommage de perdre déjà une journée de pratique juste parce que je veux faire un match de foot à 8, il faut que je prépare ma saison. Et vous avez tout le temps pour la préparer, votre saison. Ça marche. Mais donc c'est un engagement à part, moi je ne vous oblige pas, mais c'est bien dire. Oui. Donc les niveaux, c'est pour l'année. Alors, oui et non pour l'année, et à la fin de la période d'automne, même principe que ce qu'on fait depuis plusieurs années, on va se réunir avec la commission, on va regarder les résultats des plateaux, parce que vous verrez, formule challenge, il faut rentrer les scores, on les verra, on verra les résultats. Et ben, les équipes qui sont trop fortes en niveau 2, ben, on les bascule en niveau 1, s'ils sont trop faibles en niveau 2, on les bascule en niveau 3. Enfin voilà, on va réaménager les niveaux pour que sur le printemps, pas les 5-5, qu'à partir des dates de critérium printemps, vous soyez plus ou moins du niveau. Ça, c'est ce que nous, on va faire à la commission. Mais vous, club, si vous êtes auto-évalué et que vous estimez être trop fort ou trop faible, n'hésitez pas à le faire remonter par mail officiel en disant pour la phase de printemps, telle équipe, nous aimerions qu'elle puisse passer du niveau 3 au niveau 2, ou du niveau 2 au niveau 3. Parce que je sais que cette année, il y en a qui j'ai croisé qui m'ont dit oh, c'est dommage. Et ils ne savaient pas en fait qu'ils auraient pu envoyer un mail pour demander, même si c'était peut-être difficile dans leur niveau, de rester dans ce niveau-là, parce que voilà, eux, ça leur pose pas de problème, et pédagogiquement, ils ont le bon discours auprès des gamins pour pas qu'ils soient. Voilà, c'est possible. Donc vous pourrez le faire, mais faites-le pas le 20 février. Faites-le fin décembre, voilà, qu'on ait le temps en janvier de refaire les poules et de tout remettre à jour dans fin. Qu'on découvre encore aussi sur certains points. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le principe général, ça vous parle? Ouais. Il y aura des couacs, comme pour les U7, comme pour les U9, encore je trouve que bon, cette année ça a encore été à peu près. Mais il y aura des couacs, mais le couac il faut le résoudre. Il ne faut pas tout balayer, c'est-à-dire s'il y a un souci, téléphone, mail, on est joignable, vous avez le mail de Lionel, il y aura David aussi en soutien, vous avez le mail ici au district, quand on se croise nous sur les plateaux, on échange, on discute, et vos expériences aux uns et aux autres, on ne va pas en faire une généralité. Par contre, le cumul des expériences, quand elles commencent toutes à se rejoindre, là il faut quand même ça commence à être un truc qu'il faut qu'on globalise. Mais il y a des fois des remarques que j'entends, mais on ne peut pas généraliser à l'ensemble d'un territoire, c'est pas possible. Parce que voilà, la façon de fonctionner d'un n'est pas celle de l'autre. Nous on met le cadre, on vous force un petit peu à suivre le cadre et à vous structurer pour réussir à suivre le cadre. Et pour ça, sur d'autres missions, sont aussi les notes dans l'accompagnement des clubs, on répondra à présent. Je vois Francis qui est là avec la commission des labels et du projet club. On peut vous accompagner pour vous aider à vous structurer, pour mieux encadrer les petits, et pour réussir à suivre le cadre que l'on essaye d'imposer, enfin, de mettre en place et de faire respecter surtout ça. Le côté un peu anarchique de ce qui s'est passé dans le foot effectif réduit depuis des années, personnellement, moi je ne veux plus le voir, je supporte plus, mais ça part dans tous les sens. J'ai déjà vu des annonces sur Facebook, cherche match U12 foot à 9 en septembre. Donc ces trucs-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Restez dans le cadre de vos formes de pratique, de votre catégorie. D'accord? Personne qui réinvente le football, on fait ce qui est prévu, et aussi pour se protéger. Inventer des trucs, s'il y a un accident, moi si je suis parent, je vais aller au bout de la démarche pour avoir gain de cause si mon enfant avait qu'un bras. Même si au départ j'étais le premier à dire oh c'est cool, on a gagné un tournoi en foot à 8, sauf que si on lui a pété la jambe ou pire que ça, je peux peut-être changer d'avis. Les parents ils sont un peu giroués. Je sais pas à vous que je vais l'apprendre, donc faites attention. Voilà, j'en ai fini. S'il y a d'autres questions, je suis dispo ou la commission. Des choses à rajouter? Merci. Des questions? D'autres?
me paraît relativement assez clair. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'être ensuite à votre service. Donc voilà, en mot de clôture, avant un pot d'amitié qui va vous être offert. Juste vous passer vraiment le message que le district, le comité directeur, je lutte là-dessus auprès des clubs, de l'ensemble des licenciés. On est là pour être à votre service, on n'est pas là pour être contre vous. D'accord, j'entends encore trop régulièrement qu'au district on serait déconnecté, etc. Peut-être ça peut vous donner cette impression-là, mais notre volonté c'est d'être à votre écoute. Vous avez pu le voir, avant de réfléchir à tout ça, on vous a sollicité dans le cadre des clubs pour vous demander vos avis. Ça ne veut pas dire que quand on n'y répond pas favorablement, comme l'a dit Benjamin, qu'on est fermé et qu'on est buté sur une... Voilà. C'est parce qu'on a des modalités, après nous on doit s'organiser administrativement pour mettre en place toutes ces choses-là. Et vraiment, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je pense que l'équipe qui est formée, on pourra aussi compter sur le soutien des anciens. Je sais que par exemple, Alex, Sergent et Claude ont accepté de nous aider pour l'organisation des grands rassemblements, etc. On a besoin également de l'expérience des plus anciens, et ils ne seront pas laissés de côté. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à se mettre au niveau de ce que la Fédération française de football nous propose pour le progrès de nos gamins. On ne sera pas fermé à vos propositions. Communiquez avec nous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur le pôle gestion des compétitions, que ce soit en senior ou en jeune, pour être à votre écoute. Et dans la mesure du possible, si ça va dans l'intérêt de la pratique des gamins, des licenciés, il n'y a aucun problème. On étudiera toutes vos remarques et on ne la prendra pas, on ne vous en voudra pas si vous nous dites ça va pas, etc. J'entendais encore sur les finales de coupe ce week-end, malheureusement, que certains ont encore cette vision du district qui est très fermée. Notre objectif, si vous allez bien, si vos structures vont bien, que vous soyez des petits clubs ou des grands clubs, c'est que vous soyez satisfaits. On n'a aucun intérêt du tout à nous bloquer, à nous couper de vous. On veut savoir ce qui se passe sur le terrain et ensuite après on adapte. Et je veux saluer le travail qu'effectuent nos techniciens. Ils le savent, on travaille dans cette logique-là maintenant. À eux d'être force de proposition, à eux de nous bousculer en proposant des innovations comme ils sont proposés là, et à nous après de trouver l'organisation au sein du comité directeur, les élus, pour travailler dans ce sens-là. Et moi je harcèlerai la commission pour qu'on puisse réussir à faire rejoindre vos intérêts, les intérêts éducatifs et ensuite les intérêts des clubs. Ça va pour vous? Toujours pas de questions? Vas-y. Pour la journée nationale des débutants, vous comptez refaire sur ça? Quel est le retour que vous avez eu cette année? Alors, juste pour les... Alors, je vais parler sous couvert de ce président aussi de William. Les U7, ça reste, voilà, ça restera comme ça tout le temps. Donc l'année prochaine, vous avez dû le voir, cette année on était dans le secteur du Calaisis, donc l'appel à candidature se fera pour le secteur de l'Audomarois, pour le club recevant. On tourne chaque année un secteur. Et on sera sur le Boulonnais pour les 8 U9. L'idée du projet 8 U9, c'est une fois sur le sable, une fois tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'un gamin, dans son cursus, aura une journée Francis Poré sur herbe, donc le format classique, et une journée Francis Poré sur le sable. Alors pourquoi tous les 2 ans? Parce que, alors même si sur le Boulonnais, il y a des endroits où on pourrait le faire, mais avec les grandes marées, souvent on est plus embêté quand même. Chanchotti, on a le vert qui sont des plages où on peut l'organiser, et à Calais, j'ai fait les places apparemment, il y a largement la place aussi sur la plage de Calais. Donc voilà, l'idée c'est de le faire sur 2 ans. Le district a investi, et je remercie aussi les élus parce qu'ils m'ont suivi sur ce projet-là. On a investi dans du matériel, forcément ça ne fait pas dans un one-shot. On espère juste que... Alors on réfléchira peut-être en fonction du jeudi de l'Ascension, l'année où c'est censé être sur la plage. Déjà, si c'est la semaine des Saintes Glaces, promis, on ne le fera pas. Parce que je peux vous dire que encore jeudi ça allait, mais le mercredi, moi j'y étais la veille, je peux vous dire que j'ai mangé pour tout installer. Mais puis William est venu m'aider à la fin avec Cindy. Mais bon, bref, on s'en est encore pas trop mal sorti le jeudi, je peux vous le garantir, parce que même si j'avais vu les prévisions, je savais que ça allait aller. Mais bon, bref. Donc voilà, une fois tous les 2 ans. Et on essaiera bien sûr d'améliorer l'organisation encore.
pour que ce soit vraiment une fête aussi pour les petits. Et c'est toujours dans la même logique de l'ouverture sur les pratiques diversifiées. Et le beach, étant le référent régional, je passe le petit mot, le beach comme le futsal, comme le 5-5 en format 5 ou foot de rue, parce que c'est l'idée, hein, le 5-5, vous avez compris, foot de rue. D'ailleurs, je le mettrai sur les réunions de rentrée. J'ai pris un screen d'une interview de Michael Olysée, qui est la référence en ce moment, et il dit, moi j'ai appris le football dans la rue, je faisais des contrats avec mon frère, voilà, il a tout résumé, et je peux me taire, je vous ai convaincu. La vérité, elle est là aussi. Vous êtes utile en tant qu'éducateur, mais si les gamins ne pratiquent pas, au club, en dehors et tout le temps, ils ne correspondent pas. Donc c'est un peu l'idée. Et le beach permet aussi ça. Alors, là, c'est de populariser leur pratique, et puis ils ne font pas du beach, mais les gamins ils s'éclatent, ils découvrent à courir sur le sable, etc. Et on a de la continuité dans les offres sur les autres catégories, pour ceux qui veulent venir en U11, en U13, notamment pour le beach. J'avais 8 équipes U11, U13 mercredi dernier, on a passé une super journée. Donc voilà, ça fait partie. Donc le but, c'est pas d'avoir une indigestion de pratiques diversifiées. Vous avez bien vu que le fil rouge, ça reste la pratique foot à 8 pour les U11. La majorité des dates, c'est ça. Mais voilà, par petite sauce, parce qu'en plus, ça nous arrange avec la période qui est un peu dégueulasse, et puis la période où il manque des gamins aussi dans les clubs, avec les voyages et compagnie en sport d'hiver. C'est mieux de jouer à 5 qu'à 8, parce que... Mais donc, normalement, on fera tous les 2 ans les 1 heure sur la plage. Oui, merci. Ça fait partie des modifications des lois du jeu en édition. Le hors-jeu passe à la médiane. Donc, je vous avoue avoir essayé de militer pour que ce soit notre règle qui passe en PD, parce que je reste convaincu, footballistiquement parlant, que la progression, passer de rien à la médiane, ça fait peut-être beaucoup. Mais bon, au moins on est tranquille. U11, U10, U11, U12, U13, hors-jeu à la médiane. C'est les grosses réformes au niveau des lois du jeu, de tête mais de toute façon, il y aura des règlements tout début de saison, très début de saison, donc soit fin août, début septembre, pour vraiment aller dans le détail des réformes, donc là de terrain, pour les U9 et pour les U18. Plus de questions? Après, je suis encore là, vous pourrez la dire. Voilà, donc en tous les cas, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir au district. J'ai l'habitude de dire que le district, c'est votre maison. C'est la maison du foot dans le secteur. Donc vous devez vraiment vous sentir chez vous ici.